Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors que le guichet d'accès à la première ligne connaît des ratés parce que le ministre Dubé ne réussit pas à s'entendre avec les médecins omnipraticiens là, sur la fameuse question du 120 $ par patient par année qu'on leur remettait jusqu'au 1er juin lorsqu'on inscrivait quelqu'un à un groupe de médecine familiale. Bien, pendant tout ce temps-là, Joseph Facal, lui, réfléchit à la question plus large de la réforme en santé. Bonjour, Joseph Facal. Bonjour Nick, comment ça va? Merci d'être avec nous. Ben oui, ça va bien. Très heureux de vous parler. Écoutez, moi aussi, comment dire ça? Maintenant qu'il est devenu assez évident que la troisième voie prônée par la CAQ est largement devenue un cul-de-sac et qu'il n'y aura que des grenailles à attendre d'Ottawa, on sent bien que la CAQ, pour essayer de se redresser, mise tout ou presque sur la réforme Dubé. Et on peut comprendre, puisqu'évidemment, sondage après sondage montre que la santé, c'est vraiment ce qui préoccupe les Québécois. Et moi, Nick, je ne doute pas que M. Dubé est un homme sincère et dévoué. Mais là, le gros test s'en vient. Au-delà des discussions sur telle ou telle petite mesure, il faut comprendre que le gros morceau, c'est la rémunération des médecins. Et l'entente qui est venue à échéance couvrait la période 2019 à 2023. Donc là, vraiment, on arrive dans le crunch. Il va falloir renégocier. Nick, dans ma vie antérieure, ça me ramène à ma thèse de doctorat qui portait sur l'introduction de la réforme Castonguay en 1970. Toutes les réformes successives, et Dieu sait qu'il y en a eu, toutes prétendent vouloir mettre le patient au cœur du système. Ça, c'est l'expression toute faite. Le patient sera au cœur du système. C'est de la poudre aux yeux. La vérité, c'est que c'est le médecin qui est le vrai cœur du système québécois. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens, mais d'une certaine façon, on peut voir la santé comme un marché. Je m'explique. C'est pas un marché comme les autres, au sens où j'ai le choix d'aller m'acheter un veston ou pas, tandis que j'ai pas le choix quand je tombe malade. Mais c'est aussi un marché dans la mesure où il y a une offre et il y a une demande. La demande, c'est nous, les gens qui tombons malades et qui voulons être soignés, et l'offre, c'est les soins qui nous sont donnés. Qui contrôle le robinet de l'offre? C'est pas le directeur général de l'hôpital, c'est le corps médical. Or, le cœur du débat, le vrai cœur du débat, c'est la manière dont nos médecins sont payés. Et là, j'insiste, Nick, tant que la rémunération à l'acte restera le mode de paiement principal au Québec, on peut bien créer toutes les agences qu'on veut, on peut bien rabibocher ici, mettre du scotch tape là, on sera toujours à côté du vrai nœud de la question. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nick, mais en 2018, la CAQ avait promis qu'elle abolirait le paiement à l'acte. La semaine dernière, Paul Saint-Pierre Plamondon a posé la question à François Legault. Puis, cette fois-ci, pendant la prochaine ronde, allez-vous enfin le faire? Et le premier ministre a fait du patinage de fantaisie. Et en prévision de notre rencontre, Nick, je me suis amusé à aller chercher des extraits des rapports de la commission Castonguay, 70, la commission Hood, 80, la commission Rochon, 88, la commission Claire, 2000. Et j'ai ici, je ne veux pas t'inonder à coups de citations, j'ai ici des paragraphes où chacun, à 50 ans d'intervalle, dit « tant que le paiement à l'acte sera là, on tourne autour du pot, c'est l'éléphant dans le salon, dans la cuisine et dans les toilettes. » C'est un mode de rémunération dépassé, inefficace, rempli d'effets pervers et qui ne fait qu'un gagnant,
le médecin. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gestes utiles à poser. Mais tant qu'on ne revoit pas le paiement à l'acte, ben ce serait ça, la mesure la plus bénéfique de toutes qu'on pourrait prendre. Mais, je suis obligé de conclure avec sympathie pour M. Dubé et pour M. Legault, il n'y a pas un gouvernement en plus d'un demi-siècle qui a été capable de traverser la profession médicale là-dessus. Alors, pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est si pervers? Oui, et je vous interromps une seconde. Là. François Legault, lors du Conseil général de la CAQ, disait, là, ça va chauffer avec les médecins. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que c'est de ça dont il parlait? Puis aussi, là, vous avez peut-être vu ce matin dans le journal de Montréal, le docteur Yves Lamontagne, donc l'ancien patron de la Fédération des médecins omnipraticiens, accuse les médecins de ne penser qu'à l'argent, en fait. Hein? C'est à peu près ce qu'il dit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de début d'une réflexion, là, d'une possibilité? Nick. Les médecins voient la lumière quand ils partent à la retraite. Hein? Tant qu'ils sont dans le système... On voit ça dans d'autres domaines aussi. Ouais. Ben, oui, absolument. En politique. Je te donne quelques chiffres. 2023-2024, en rémunération, on a versé aux omnipraticiens 3,1 milliards et aux spécialistes 4,9. Ça fait donc 8 milliards en rémunération. Et là-dedans, le gros morceau, c'est la tarification à l'acte. Pour 2024-2025, la prévision est à 8,9 milliards. Alors, pourquoi c'est problématique? C'est pas compliqué, là. Tant que le médecin va tirer ses revenus d'actes individuels pour lesquels il n'est pas obligé de courir après le patient pour être payé, parce que c'est le Trésor public qui paye, il aura un intérêt financier à multiplier les actes payants, mais qui ne prennent pas beaucoup de temps. Faire de la quantité. Mon père, là, qui est toujours vivant, qui était médecin, mon père, Nick, faisait des visites à domicile. As-tu entendu parler, toi, récemment, d'un médecin faisant des visites à domicile? Non. Pourquoi? Parce que ça prend bien du temps. Voilà, ça prend bien du temps pour le prix que ça rapporte. À partir du moment où le médecin peut tarifer à l'acte, pensez un instant. C'est lui qui détermine son niveau de revenu. S'il veut faire plus d'argent, il va poser plus d'actes. S'il veut avoir une meilleure qualité de vie, puis des fins de semaine libres à lui, il peut arrêter au bout de 35-37 heures par semaine en tarifant moins. Autrement dit, c'est une logique entrepreneuriale basée sur le profil de revenus que lui veut se donner, indépendamment des besoins de la société. En fait, il combine le meilleur des deux mondes. Je m'explique. Dans un système qui serait entièrement privé, le médecin devrait courir après le patient pour se faire payer. Et il y aurait de temps en temps des mauvais payeurs. Dans un système entièrement public, le médecin serait un fonctionnaire payé à salaire. Ici, il combine le meilleur des deux mondes. Ou le pire. Il choisit. Non. Pour lui, c'est le meilleur. Pour nous, c'est le pire des deux mondes, évidemment. Okay, pour nous, c'est le pire. Pour lui, c'est le meilleur. Parce qu'il décide combien de monde il va voir et en même temps, il n'a pas à leur courir après, puisque c'est la régie de l'assurance maladie qui lui garantit d'être payé. Donc, il a la liberté de l'entrepreneur et l'assurance d'être payé comme un fonctionnaire. En plus, quand tu y penses, pourquoi, par exemple, les médecins ont été si réticents à permettre aux infirmiers de poser tel ou tel acte? Parce qu'évidemment, à partir du moment où les actes sont tarifés à la pièce, tu veux contrôler un maximum d'actes dans ton menu ou dans ton catalogue. Garder ton monopole. Voilà. En plus, pense-y. Il y a, je crois, aux dernières nouvelles, quelque chose comme 11 000 actes codifiés dans la Bible. Imagine la bureaucratie gouvernementale qu'il faut pour gérer ça. Si à chaque acte que tu poses, tu remplis un formulaire que tu envoies au gouvernement. Puis en plus,
Ben, le vieillissement de la population, c'est les maladies chroniques. Et les maladies chroniques, c'est pas des maladies que tu gères à coup d'actes isolés. C'est un suivi, c'est un processus. Donc, pour toutes sortes de raisons, le nouveau profil de la maladie au Québec, l'évolution démographique, tout ça fait qu'on devrait revoir ce mode de rémunération. Et je suis obligé de constater avec tristesse, parce que je suis évidemment un indépendantiste québécois, dans d'autres provinces canadiennes, on a réussi à s'éloigner de la rémunération à l'acte. Au Québec, on reste les deux pieds dedans comme mode de rémunération dominant. Et tant qu'on n'abordera pas cette question-là, on pourra bien faire des réformes marginales à la pièce, périphériques. On ne touchera pas au cœur du système. Voilà. Ce que vous venez de nous dire, Joseph, m'inspire deux questions rapidement. La première, oui, sous forme de témoignage personnel, je m'occupais récemment de mes deux vieux parents qui ont fait plusieurs séjours dans les hôpitaux. Et est-ce que c'est à cause de ce que vous venez de nous décrire que le médecin était une sorte d'entité divine, immatérielle, à laquelle on n'a jamais accès, qui existe, semble-t-il, mais qui n'a pas de numéro de téléphone. Quand on finit par les rejoindre, on les dérange. Ça, première question. Puis deuxième question, allons-y avec celle-là. Ben, c'est un entrepreneur. Il n'est pas un employé de l'hôpital. L'hôpital lui offre ses installations et lui choisit d'arriver à l'heure qui vient. Il est le maître. Et là, écoute, la petite pancarte fermée, il y a tourne de bord. Là, le bureau est ouvert. Et là, le reste de l'hôpital se met à fonctionner selon le rythme de celui qui vient d'ouvrir le robinet du service. Car c'est lui qui détermine. Donc, c'est une logique proprement entrepreneuriale plutôt qu'une logique de service public. Alors, c'est plusieurs petites entreprises dans un seul hôpital, par exemple. C'est ce qui crée un capharnaüm. C'est tellement des petites entreprises que tu sais bien que fiscalement, ils peuvent même s'incorporer pour avoir un meilleur statut fiscal. Donc, c'est lui qui décide s'il commence à 8h15, à 7h30, à 10h20, et tout le reste de l'hôpital attend son bon vouloir. C'est rempli d'inefficacité. Ça vient d'une époque où la médecine était beaucoup plus curative que maintenant. T'avais un bobo, t'arrivais, tu te faisais soigner. Quand ce sont des maladies chroniques, c'est un système totalement, c'est un profil sanitaire inadapté à ce mode de rémunération-là. Ta question de tantôt était, est-ce que tu sens que M. Legault et M. Dubé s'apprêtent à une grosse épreuve de force là-dessus? C'est une question volontairement naïve quand même. Quand tu es à 22% dans les sondages, tu n'es pas équipé pour veiller tard face à la profession médicale. Et ma dernière question, c'était, ils ont réussi un peu ailleurs, d'ailleurs pas juste dans les provinces canadiennes, ailleurs au monde aussi. Comment se fait-il qu'on ne réussisse pas ici? Et est-ce que la solution pourrait passer par un changement j'ai envie de dire, de philosophie? Peut-être que ce système est trop ambitieux. Est-ce qu'il y a un peu de privé là-dedans ou davantage? Est-ce que c'est ce discours-là qui va finir par l'emporter là-dedans? On n'est pas parti pour ça non plus. On n'est pas parti pour ça non plus. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a de jeunes médecins avec des valeurs différentes. La profession s'est féminisée. Il y a un certain virage communautaire. Il y a une certaine prise de conscience, mais ça reste évidemment trop peu. Et bon, évidemment, Nick, il faudrait plonger dans l'histoire, l'anthropologie du Québec pour comprendre le statut tout à fait particulier, mythique du médecin dans la société québécoise. M. Parizeau, je me rappelle, aimait dire « J'ai eu 2 enfants, un est médecin, l'autre est avocat. Si je n'avais eu un troisième, il aurait fallu que je sois prêtre. » Ça, c'est la sainte trinité de la société québécoise. Là, tu sais. C'est sûr qu'on en a fait des espèces de figures dans lesquelles il y a une dimension presque sacrée.
Et donc, évidemment, quand vient l'épreuve de force dans l'opinion publique entre le politicien toujours soupçonné des plus bas motifs et la profession médicale en sarrau blanc qui, on sait bien, ne veut que notre bien, c'est un combat inégal en partant. On sait bien qui va gagner. C'est comme ça depuis 60 ans. Alors, une autre troisième voie qui semble bloquée pour la CAQ. Merci beaucoup, Joseph Facal. À une prochaine. Salut. Ça marche. Salut, bye.